Bonjour, bienvenue au Pavillon Club, je me présente Ahmed Abies. J'étais heureux d'organiser cette conférence avec l'architecte et enseignant Karim Charbel. Je tiens à remercier l'équipe qui a travaillé, Youssef Mohamed pour l'affiche, Hiba Jassos et Yassine Boussif et Marim Milou pour la vidéo et toute l'équipe pour l'installation. Je laisse la parole à Madame Ali Salem, architecte et enseignant, maître conférente à l'école. Merci. Donc, nous avons le plaisir, comme vous le savez, d'accueillir aujourd'hui au Pavillon Bleu Architectes Associés. Donc, c'est une agence qui a été fondée en 2003 par justement Selim Adoum qui arrive et Karim Charbel, ici présent. En 2013, cette agence, accompagnée évidemment d'une équipe de jeunes architectes, a remporté le concours national concernant la réhabilitation et l'extension de l'église de Morlaix en une maison de la culture. Ce projet vient d'être classé finaliste au prix Arabe Architect Award en Jordanie en 2022. Il avait déjà été primé en 2019 aux Journées architecturales de Carthage. À cette occasion, Karim m'a présenté le projet et nous allons lui demander de nous refaire cette présentation au Pavillon Bleu aujourd'hui. Alors, pour parler brièvement de ce projet, sans déflorer ce que vont nous en dire les architectes, on peut avancer que son point fort est l'attention à l'existant et le respect de l'esprit des lieux. Vous me direz, c'est tout un programme, mais les architectes vont justement nous éclairer sur la question. Donc, Selim Adoum, qui est un des membres de cette équipe, un des membres fondateurs de cette équipe, est architecte, bien entendu. Il est spécialisé en patrimoine avec un DESS, diagnostic et réhabilitation des architectures du quotidien. Voilà, des architectures du quotidien. Merci Céline. Donc il est passionné de patrimoine, comme je le disais. Il habite en Médina. Tellement il est passionné de patrimoine. C'est un monsieur qui est sincère dans ce combat vis-à-vis du patrimoine. Karim Charbel, qu'on ne présente plus à l'école, est architecte, enseignant à l'UNO. Il est diplômé de l'école polytechnique de Milan. Il a fait son diplôme donc sous la direction d'Alberto Franco Baeza, un architecte espagnol de renom, comme vous le savez, bien entendu, dont il aime à dire que c'est son mentor. Donc l'agence développe une architecture méditerranéenne, pure, sobre, intemporelle, en tout cas c'est ce qu'il revendique, qui accorde une grande attention, encore une fois, au site, à l'existant, et qui met au cœur de la conception la qualité spatiale interne. Je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà le souvenir de Karim qui leur dit qualité spatiale, n'est-ce pas? Quand il fait la même chose quand il conçoit, bien entendu avec une forte attention aussi à l'image du projet, et tout ça en interaction avec le texte. Et ainsi, l'équipe parvient à produire l'émotion escomptée en allant à l'essentiel et sans fioriture. Et maintenant, on va sans plus tarder donner la parole à Karim Charbel pour qu'il nous présente le projet en question. Merci, merci pour votre présence, c'est un grand plaisir. Donc déjà, merci pour la fiche, elle est très belle. C'est écrit en tout petit qu'il a conçu, je voulais le remercier. Et remercier même les autres parce qu'on a reçu plusieurs propositions, elles sont toutes belles, on a eu du mal à choisir. Donc merci au Pavillon Bleu, merci à Indico de nous avoir invités pour présenter ce projet. Alors, notre projet, on a intitulé « Une alliance entre une architecture contemporaine et un patrimoine colonial ». Et vous allez, pendant la présentation, comprendre la raison. Donc, le résultat de ce projet, c'est le résultat d'un concours, avant tout. Donc, un concours organisé par le ministère des Affaires culturelles, qui a lancé une série de concours de ce genre
pour démocratiser au maximum la culture dans des régions un peu défavorisées, où il y a un besoin important pour des activités culturelles pour les jeunes, pour les éloigner un petit peu de tout ce qui est délinquance, extrémisme, etc. Et en même temps, c'est aussi le résultat. Alors, avant tout, on va le situer. Donc, on se trouve à Mornek, qui est à 25 km de Tunis, en prenant l'autoroute sud, donc en direction Hammamet. C'est une petite ville qui a connu pendant le protectorat français une période d'apogée, on va dire, puisqu'elle était très développée au niveau agriculture. Et peu à peu, avec le temps, elle a perdu ce privilège, cet avantage. Et on a vu donc un développement urbain anarchique, spontané, qui a étouffé un petit peu son patrimoine et qui a changé un petit peu l'image de la ville. Alors on se retrouve sur l'intersection des deux axes les plus importants de la ville. Vous voyez le cercle rouge. Donc il y a deux axes importants. C'est le cœur de la ville de Mornek. On se retrouve juste à côté donc d'une église. On est face à une église qui a été construite en 1911. Donc vous avez vu, ça c'est l'intersection. Notre terrain il est là avec son église. Et juste à côté il y a des mosquées. Il y a une mosquée à 2 minarets, c'est très particulier. Et donc cette église elle a été construite en 1911 par l'architecte Claude Chandiou. Donc au début de la période coloniale, dans un style néo-roman, donc elle est un peu austère avec quelques éléments architectoniques, stipulé que tout simplement le Vatican désacralise ces lieux de culte et il offrait donc ce patrimoine à l'État tunisien avec une seule condition, de transformer ces lieux de bâtiments de culte à des bâtiments de culture. Alors, ici, on voit une photo aérienne avant l'intervention. Alors, vous voyez bien l'église, juste à côté, alors l'église, juste à côté la mosquée, les deux axes les plus importants de la ville. Donc quand on est arrivé sur place, comme vous le savez bien, pour participer à un concours, donc il faut analyser le contexte, il faut aller sur place, il faut avoir des sensations sur place, c'est très important. Donc on s'est déplacé toute l'équipe pour aller voir cette fameuse église. Et bizarrement, on a eu du mal à la trouver. On a eu du mal à la trouver parce que, comme vous voyez, il y a des petites baraques ici, anarchiques, plusieurs baraques. Donc c'est un souk sauvage, anarchique, spontané. On n'était pas pendant le jour du souk, hein, c'est pendant un jour normal. Hein. Donc c'est toute l'année comme ça. Et il y avait plusieurs bâtiments, vous voyez là les bâtiments, devant l'église, et une végétation un peu sauvage ici. Donc c'était plus ou moins ça, vous voyez là. Donc on a trouvé des éléments de rajout, donc une tentative d'arabiser un petit peu l'église avec ses arcs, des stockages à droite et à gauche qui cachaient un petit peu le bâtiment et plus cette végétation. Donc c'était ça l'état, hein, l'état de l'existant. Alors ça c'est un titre foncier, vous voyez les bâtisses rajoutées, des annexes, des bâtiments auxiliaires. Donc on a bien, donc en discutant un petit peu avec l'équipe, on a un petit peu arrêté nos idées et nos concepts. Ce croquis, c'est un des premiers croquis qu'on a fait. Il résume un petit peu nos idées. Hein. Alors, la première chose, c'était travailler sur le dispositif d'entrée, donc de marquer un petit peu l'entrée avec cette soustraction angulaire dans la diagonale des deux axes pour attirer au maximum les usagers. Essayer d'exploiter au maximum le terrain
Automatiquement de dégager tous les bâtiments annexes qui ont été rajoutés d'une manière anarchique, je disais, dans les années 80-90, sans études, sans rien. Donc il suffisait d'avoir un tout petit besoin de rien du tout, ils construisaient sans plan, sans rien. Et ça a détérioré un petit peu l'image du terrain, de l'église. Et en même temps, donc on a réfléchi un petit peu comment travailler la connexion entre le bâtiment existant et l'extension. Et comment exploiter l'église au maximum en donnant un maximum de sensations à l'intérieur, de ne pas laisser son volume entièrement comme il était, comme on l'a trouvé. Donc vous voyez ici dans le croquis, on voit un volume à l'intérieur. C'est là qu'on a commencé à développer un petit peu cette idée. Alors, ça c'est un petit schéma de concept en 2D. Donc vous voyez l'existant avec ses annexes. L'idée de, entre guillemets, de nettoyer le site, dépolluer le site, travailler sur les alignements, les proportions, automatiquement renforcer l'urbanité des lieux, donc en créant un axe urbain important. La connexion entre l'existant et le nouveau, le nouveau. Travailler un petit peu les espaces verts et travailler sur l'idée d'un parvis. Alors, schéma suivant, c'est un schéma en 3D qui illustre un petit peu la même chose. Donc ça, c'est les annexes. Ça, c'est notre extension qui exploite au maximum le terrain. Donc il va accentuer les deux axes plus importants de la ville, donner un caractère public au bâtiment en cherchant de créer une base. Vous allez voir comment on va le développer ça. Exploiter au mieux l'église, c'est-à-dire de créer des nouveaux volumes, des nouveaux espaces. Donc multiplier les espaces et multiplier les sensations. Alors, ça c'est le plan masse. Il y a un parking latéral ici. Et ici, il y a un château d'eau qui est intéressant, qu'on avait imaginé de l'intégrer dans le projet. Alors, le château d'eau, on l'a imaginé comme une tour Maurice, c'est-à-dire pour publier des choses, des affiches, quelque chose de ce genre. Un peu de fonctionnalité. Donc ici, je vous montre un petit peu l'accès angulaire avec la rampe PMR, le hall d'entrée, le hall d'exposition avec une double hauteur. C'est là où on a cherché de donner des sensations à l'intérieur, donc une certaine qualité spatiale, avec des points de vue dans les deux sens, du bas vers le haut, au contraire. Les deux accès de la salle, la scène, une cafette ici, une cafétéria, les locaux techniques, les sanitaires. Le circuit de l'exposition démarre par ici et il traverse tout la galerie, là, le passage vitré. Vitré, cette transparence détache les deux corps, donne une certaine légèreté et chaque corps il est indépendant de l'autre. Hein. Et en même temps il y a cette connexion et il y a, en passant, on voit la ville d'un côté et on voit le jardin de l'autre côté. Alors, donc la promenade, elle continue dans ce sens. Ici, vous voyez la projection des vides qui exprime bien le fait d'avoir des volumes donc détachés de l'église. Pourquoi détacher de l'église? Pour donner la possibilité aux futures générations à tout moment d'enlever cette intervention et de la changer en cas où on aurait d'autres besoins, les choses vont changer avec le temps, etc. Donc notre idée principale, c'était de donner la possibilité aux futures générations de revenir à n'importe quel moment à l'état originel. C'est important de donner cette possibilité. Hein. La circulation verticale a été travaillée dans le même esprit, c'est-à-dire elle est détachée des murs. C'est une circulation légère, c'est métallique, indépendante des murs. Et tout ça nous a permis de développer donc des clubs au premier étage, demandés dans le programme, 3 clubs,
des clubs pour les jeunes avec des sensations. Puisqu'on est en haut, on a une autre vision, on a des alignements par rapport aux fenêtres de l'église. Et ça permet aussi de mieux observer la structure de l'église, la charpente en bois qui est très intéressante. Par ici, on a tout ce qui est loge artiste, tout ce qui est technique, etc. Alors, à l'étage, ça c'est l'étage. Donc ici, c'était l'escalier de l'administration, la double hauteur, la vue sur le hall d'entrée, sur la galerie technique de la scène, les 3 clubs, la passerelle qui mène aux 3 clubs avec les différents vides qui marquent un petit peu les volumes. Alors ici, vous voyez, la coupe exprime bien ça. Donc l'idée c'était de donner la sensation de cube, comment dirais-je, aérien presque, mais en même temps ils ont leur structure, donc ils sont posés au sol. Et donc il fallait bien étudier la position de la structure de manière à donner cette sensation quand même. Même si j'ai des poteaux, j'ai la sensation que c'est aérien, que c'est... donc il fallait bien choisir les dimensions, la position par rapport aux ouvertures, etc. Et d'éviter par exemple les angles, dégager les angles. Alors, dessin suivant. Ça c'est une maquette numérique, donc vous voyez l'intervention. Le socle. Ici, on a donné une autre sensation, donc avec cette beau planche, avec ce rythme libre d'ouverture. Donc ça, on a la sensation d'avoir un tissu qui enveloppe un petit peu le projet. On s'éloigne un petit peu des fenêtres conventionnelles, du rythme. Un regard sur la ville. Ça, c'est l'intérieur, avec la double hauteur à l'entrée. Les 3 cubes. Alors, il y a eu aussi une partie très importante de restauration dans ce projet. Donc, comme vous voyez là, on a les 3 cubes en blanc, travaillés en léger, en plaque de plâtre. On a restauré la charpente en bois, qui était en état assez bon, on va dire. Il y avait quelques éléments qui manquaient. La partie manquante, on l'a assumée. On a intégré un bois avec une couleur d'aujourd'hui, une couleur différente. Même si notre client, quand il a visité les lieux, ils étaient étonnés. Ils ont dit « Pourquoi vous n'avez pas terminé avec la même couleur, etc. » Non, on a voulu au contraire détacher, montrer la partie neuve par rapport... On ne voulait pas faire du faux vieux. On a assuré une étanchéité, une isolation thermique très importante. Et on a récupéré, nettoyé les tuiles. Et je vais vous expliquer un petit peu mieux cette histoire de tuiles. Une petite photo nocturne. Alors, ça, c'est le résultat, donc, à la fin du chantier. Donc, ça, c'est la connexion entre les 2 bâtiments. La restauration de l'église. Une clôture, elle est obligatoire malheureusement en Tunisie, pour ce genre de bâtiment. Ils veulent toujours clôturer. On a essayé de faire un petit bras de fer par rapport à ça, mais c'est impossible. Donc on a essayé de faire le plus transparent possible. Alors, pour la partie restauration, comme vous voyez, regardez un petit peu l'état dans lequel on a retrouvé l'église. Donc on a avant tout déposé les tuiles, fait un inventaire, nettoyer, essayer de comprendre la quantité qui manquait, et on a essayé de convaincre l'entreprise. Ça n'avance pas. Alors, on a essayé de convaincre l'entreprise de trouver les mêmes tuiles. C'est des tuiles de Marseille-Saint-Henri. Donc vous voyez déjà les propositions de l'entreprise. Ça, c'est la proposition de l'entreprise. Puisqu'il a répondu à un marché, à un appel d'offres, et il était le moins 10 ans. Il est allé chercher tout simplement la tuile la moins disante, la moins chère.
Et on a tout fait pour le convaincre de trouver ça. Et donc, il a participé un petit peu, il a participé en grande partie à la réussite du projet. Il a joué le jeu. Malgré le coût, etc., on a cherché pendant une certaine période. Et heureusement, on a trouvé dans des bâtiments agricoles abandonnés la même tuile. Alors, donc je disais, on a essayé de revenir un petit peu à l'état originel. Donc, vous voyez ici cette ouverture, par exemple. Ça, parce que dans les années 80-90, ils avaient besoin d'ajouter une salle d'eau ici. Donc, ils n'ont pas regardé le résultat à l'extérieur, ils n'ont pas imaginé qu'est-ce que ça va donner, les conséquences. Et donc, il n'y avait aucune sensibilité par rapport à ça. Et ils ont eu plein d'interventions de ce genre. Donc, ils ont ouvert d'un côté, ils ont fermé de l'autre, ils ont détérioré complètement l'église. Donc, en décapant un petit peu les enduits, c'est là qu'on a découvert certaines ouvertures, certaines fermées, ouvertes, etc. Et on a tout fait pour essayer de revenir à premier état original. Alors, donc là, vous voyez bien la charpente. Cette partie, c'est l'entrée, donc l'axe de l'entrée de l'église, avant et après la restauration. Au sol, on a continué donc avec le même choix, le choix de Tel Abej, notre marbre local. On a restauré la porte existante, c'est la vieille porte. Donc vous voyez l'église comment elle était. Ça, c'est le résultat après. Bien sûr, on a restauré tout ce qui est menuiserie, fer forgé, les descentes d'eau pluviale. Là, vous voyez la connexion. Ça, c'est la fiche de... Quelques éléments architectoniques, l'utilisation de la pierre, les petits jeux de volume. Dans notre projet, on a essayé aussi de faire participer un artiste de lumière, Shamseddin Mancheli. C'était aussi la même chose, parce que puisqu'il a répondu à l'appel d'offres à l'entreprise, même pour la partie électricité, donc pour lui, il avait tout simplement un appareillage classique made in China, très bas de gamme. On a tout fait pour essayer d'intégrer quelques éléments de lumière, comme ce beau lustre, fait à la main. Ce vitrage, il a une vue, malheureusement la photo ne le montre pas, mais il a une vue directe sur le clocher. Ici, vous voyez les volumes avec la charpente. Donc, la position des volumes était étudiée par rapport au rythme de la charpente. C'était, à chaque fois, on voulait accentuer, encadrer un détail. Au lieu d'avoir tout l'ensemble, donc quand on a tout l'ensemble, on n'est plus dans le détail, on ne comprend plus, on ne voit rien, on banalise un petit peu l'objet. Là, quand on marque chaque détail, on le comprend un petit peu mieux. Et ça donne des sensations intéressantes. Donc ça, c'est un petit peu l'intérieur de l'église. Comment ? C'est comme celui de l'école. Oui. Donc Shamseddin Mancheli a participé donc, à tous les luminaires de l'église, de la salle de spectacle. Ici, c'est une vue du rez-de-chaussée vers l'administration. Donc en passant à l'administration, on a cette vue. L'encadrement des différents éléments de la charpente. On a aussi, alors ça c'est la passerelle aérienne en haut qui relie les différents clubs. Ça c'est la connexion entre l'extension et l'église. Vous voyez qu'on est dans l'axe d'une des fenêtres de l'église. On a bien positionné notre passage. C'est ça les différentes sensations. Vous voyez, imaginez donc des enfants dans ces clubs. Les clubs de dessin, de sculpture, de chant, etc., avec ces différentes visions, ces différents points de vue, et avec la charpente qui est juste à côté. Et c'est ce qui donnait un petit peu les sensations. On a aussi dégagé, ça c'est une vue
de l'intérieur du clocher. Hein. Et donc on a dégagé complètement le clocher, on l'a restauré. Les deux lignes que vous voyez là, c'est deux poutres en bois. C'est pas 3 photos, hein. C'est 2 poutres en bois et avec une suspension lumineuse. Hein. Un traitement à l'intérieur, un traitement acoustique à l'intérieur de la salle de spectacle. On a repris donc l'élément du carré qu'on a utilisé en façade, en inversant un petit peu les rainures pour la partie phonique. Donc ça accentue un petit peu le carré. La galerie d'art, d'exposition. Ici on voit un petit peu le clocher, je ne sais pas si vous le voyez là. Vous voyez les 2 fenêtres? Le plafond de la salle de spectacle, toujours le motif du carré en tente. Donc ce qui fait la réussite de ce projet, c'est ça. Le projet, donc, il a été très bien accueilli par les habitants de Morlaix. Ils se sont vite identifiés, ils ont senti une certaine fierté. Pour eux, c'est un nouveau lieu de rencontre, c'est un repère. Ils se donnent rendez-vous là-bas. Il y a des listes d'attente pour s'inscrire à tous ces clubs. Il y a beaucoup d'activités artistiques, ça bouge. C'était pas évident d'avoir ces sensations-là face à une église par rapport à la culture arabo-musulmane comme la nôtre. Donc s'approprier une église, se sentir bien à l'intérieur d'une église, développer des activités artistiques de tout genre, de danse, vous voyez, il y a tout. Hein. Ça, c'est très important. Une vue nocturne. Début de soirée. Ici, on voit un papa avec sa fille sortant des clubs. L'église, au fond, la mosquée, pardon. Et là, vous voyez donc notre 3D de concours et le résultat final pour voir un petit peu comment on a essayé de respecter au maximum nos idées et nos concepts entièrement. Je ne sais pas si j'ai sauté quelque chose, j'ai ici quelques notes. Je pense qu'on a tout dit. Donc comme vous voyez, le plus important, c'est que chaque corps du projet assumait son identité, sa propre identité. On a voulu être contemporain dans notre extension, mais en même temps, on essaye, hein, c'est pas évident, d'être le plus intemporel possible et de traverser le temps. Ici, je vous montre un petit peu l'équipe. Donc, on a été nominé lauréat sur plusieurs prix. Ici, ça, c'est le dernier, l'Arab Architect Awards. On a été finaliste, on est arrivé 2e. Ça, c'est un prix très prestigieux, le prix Mies van der Rohe, Aga Khan, bien sûr, et le Jacques. Donc, l'équipe, c'est Selim qui est présent ici, et moi. Nos 2 principaux collaborateurs, Shehin Toumi et Moaz Jlidi. Notre client, le ministère des Affaires culturelles, les dates, le reste de l'équipe d'études, donc les 3 ingénieurs, l'ingénieur en structure, Alpha Engineering, ingénieur électricité, CBH et ingénieur fluide, Polytech Consulting. L'entreprise qui est très importante, EGS, comme je disais tout à l'heure, notre réussite, c'est aussi l'entreprise. Parce que tomber sur une mauvaise entreprise, surtout dans ce genre d'appel d'offres étatique, où vraiment c'est des moins-disants, ils cassent le marché, ils veulent avoir absolument le marché, et c'est risqué, c'est très risqué. Pour finir, l'éclairage, Shamseddin Manchri. Je pense qu'on a terminé. D'abord, merci pour l'explication et la conférence que vous avez fait. Je voulais savoir quel était le plus grand défi auquel vous avez fait face. Donc, parce que vous avez parlé de restauration, de reconversion, et puis surtout au niveau de la recherche des tuiles de Marseille, de Saint-Henri et Casting. Je comprends que ça n'était pas du tout facile à trouver ces tuiles-là. Donc voilà, je voulais savoir quel était le plus grand défi que vous avez fait face. Vous l'avez dit, la partie la plus dure, c'est la restauration du bâtiment. C'est la partie neuve, on la maîtrise bien, on fait plusieurs projets neuves, donc c'est assez gérable.
même s'il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises, par exemple, on a trouvé un puits, on a dû le trembler, le fermer. Il y a toujours des problèmes de sol, etc. C'est pas pour la partie neutre. Mais le plus compliqué, c'est toujours de restaurer un bâtiment, de découvrir des surprises, d'avoir besoin d'artisans. Parce que restaurer une charpente aujourd'hui, c'est très compliqué. Tout ce qui est menuiserie en bois, les enduits, et surtout trouver la quantité nécessaire de tuiles. On y tenait, hein, on voulait avoir cette image homogène, et avec des tuiles d'aujourd'hui, ça aurait cassé un petit peu l'image et ça aurait été autre chose. C'est très important. Et le plus important, c'est que l'entreprise a joué le jeu. Ça, c'est compliqué. C'est un coût. C'est un coût par rapport à son gain, par rapport à son profit. Pas évident. Entre parenthèses, il est décédé l'année dernière au Palermo et je lui rends hommage. Juste pour continuer un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a le défi, le premier défi aussi, c'est comment faire cohabiter des bâtiments, un contemporain et un vieux bâtiment. Donc c'est ça vraiment le premier défi. Et nous, quand on a conçu et qu'on a sorti ça, la 3D qu'a montré Kélim, c'est vrai qu'on attendait le résultat et que le résultat dépendait de personne. Donc c'est vrai que quand on a vu au final le résultat, on s'est dit tiens, finalement, on a vraiment relevé le défi. Pour moi, c'était vraiment le plus important parce que c'était la première idée, comment faire cohabiter quand même un bâtiment contemporain à côté d'un bâtiment. Et surtout que le programme était vraiment très dense. Donc il fallait aussi trouver un moyen pour faire rentrer tout le programme du ministère de la Culture. Parce que si on oublie un espace, on n'est pas pris dans le concours non plus. Voilà. Surtout pour essayer de valoriser le patrimoine sans pour autant le... Oui, c'est ça. Ça, c'est un défi architectural, on va dire. Moi, je parle plutôt d'un défi concret, technique. Ouais. Mais le défi architectural, bien sûr, c'était de cohabiter avec l'existant. Ça, c'est sans doute. Est-ce que vous aviez aussi reçu une sorte de bémol par rapport de la part des citoyens? Parce que j'ai compris qu'il y avait des souks, Alors, des bâtiments annexes. Alors, donc c'est un bâtiment post-révolution. Donc vous savez très bien que juste après la révolution, il y a eu une période anarchique où on ouvrait des kiosques partout, on faisait ce qu'on voulait et tout. Et donc c'était sauvage. Donc, vraiment. Et après avoir terminé le bâtiment, il y a eu, je sais pas, il y a eu une période de fermeté, une période assez sérieuse, on va dire, où ils ont nettoyé un petit peu, ils ont pris un petit peu l'état avant la révolution. Et c'était très bien. Malheureusement, vous allez être déçus si vous avez visité par exemple aujourd'hui, ils sont en train de revenir un petit peu à l'anarchie. Ouais. Et donc pour entrer au début, il fallait pousser entre deux baraques. On avait des passages de 50 cm. Et ça risque de revenir. Et selon vous, elle est due à quoi en fait? Il est dû à quoi ce retour vers l'anarchie? C'est la situation politique. Qui nous gouverne aujourd'hui? Voilà, c'est tout. Sans rentrer dans la politique. Voilà. Pas une politique, pas de C'est très politique, vous savez très bien. Ouais. On est apolitique. Bonjour. Alors moi j'ai une question d'ordre architectural. Oui. C'est que là vous avez dit par rapport à la restauration de l'église, pour le choix de la restauration de la charpente, vous avez choisi de garder la différence entre la nouvelle et l'ancienne charpente. Oui. Et par contre, par rapport aux tuiles, Oui. vous avez cherché à trouver le même type. Pourquoi cette contradiction Ouais, si on peut dire que c'est une Donc, contradiction. il n'y a pas de norme. C'est très bien. Alors, je peux répondre par rapport à ça. C'est vrai que c'était très important d'avoir les mêmes tuiles. Parce que déjà, si on fait ce qu'on appelle le talfir, il y a un risque plus tard d'infiltration d'eau. Il y a un Déjà, risque sont incompatibles. Les tuiles d'aujourd'hui sont parce que compatibles. les tuiles doivent vraiment être imbriquées les uns sur les autres. Et donc, si on laisse les anciennes tuiles et on remet des tuiles d'aujourd'hui,
il y a un problème après d'étanchéité, d'isolation. C'est soit en vélo, soit. Donc, soit enlever tout, c'était pas Exactement. Tout ou rien. ou tout ou rien. Faire des zones, genre une zone des anciennes. Donc là, sur ce point, et c'est très bien parce que je ne perdais pas de nord par rapport à toute la. Mais c'est vrai que aussi, il fallait faire un choix là. Et donc, si pour la charpente, on avait le choix, il n'y avait pas de souci parce que le bois, on le trouve, on peut peut-être un peu faire ça. Mais par contre, pour la tuile, il y a quand même un ordre fonctionnel plus important que les autres. Et par contre, j'ai une question d'ordre, si vous le permettez, j'ai une question d'ordre social, on va dire. Est-ce que ce projet-là et ce type de projet-là, est-ce que ça permet de populariser l'accès à la culture pour plus C'est notre souhait principal. Notre souhait principal dans ce projet, c'est de sensibiliser les autorités, les responsables, les gens au patrimoine et de donner un nouveau regard. Donc d'imaginer des vieux bâtiments abandonnés, de les transformer, de créer une nouvelle vie, de donner une nouvelle activité, de mettre de l'argent, d'injecter de l'argent dans ça, parce qu'ils se disent « Ah, vous voyez là, ils ont récupéré, ça donnait quelque chose, pourquoi ne pas restaurer ça aussi ?» Et c'est là que ça peut, on espère, c'est notre souhait, hein, j'espère que ça va lancer quelque chose, ça va faire bouger les choses. Et puis aussi, c'est quand même un projet qui ouvre sur les autres religions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, restaurer une église, d'autres ils vont se dire pourquoi ne pas s'occuper plutôt des mosquées. Et donc, par rapport à l'ouverture, par rapport aux autres religions, c'est très important. Et que nous, notre choix, c'était vraiment de restaurer, de bien restaurer l'église. Et puis, les clubs qui sont dans l'église, c'est des clubs qui sont complètement indépendants. Donc, il y a une vraie restauration de l'église, le jour qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on vire les clubs, on retrouve l'état existant de l'église tel qu'elle a été conçue au début. Et ça, c'était vraiment très important. Donc, c'est un bâtiment aussi culturel. L'architecture aussi, c'est la culture aussi. Et si on a laissé aussi les charpentes apparentes, c'est que les enfants, quand ils vont aller dans les clubs et qu'ils vont un peu regarder un peu les charpentes, ils vont se poser la question, tiens, les charpentes, c'est elle qui tient le toit, etc. Enfin, il y a des enfants qui vont poser des questions, qui vont peut-être s'intéresser à l'architecture, à la sculpture aussi, parce que c'est lié, etc. etc. Voilà. Moi, j'ai voulu dire quelque chose. Par rapport aux discussions, j'ai beaucoup apprécié que vous avez réfléchi par rapport au vécu social des gens là-bas. Et il y a des tours dans les clubs, beaucoup de personnes qui يستناهم عليها مش يدخلوا في الكلوب هذاك اللي يعجبني انه برشا Ça, c'est important. يخمموا برشا في الاركتيكتور ما يخمموش في العباد كيفاش يعيشوا في الاسباس هذاك دونك جي بوكو ابريسيي. Et le parvis qui est juste devant les deux bâtiments, on dirait que c'est une place publique. Quand ils ouvrent les portes, ils n'ont pas de place. C'est une intersection, c'est deux rues. Donc c'est la place de la ville. Ils se mettent là-bas. Et ça, c'est très important. Ils ont très souvent des activités à l'extérieur. Et puis surtout que par rapport à ce projet, on a participé à être contre l'oubli, parce que le patrimoine, c'est aussi participer contre l'oubli. Et l'aspect technique, dans quelle mesure votre dialogue avec l'ingénieur a été aisé? Comment ça s'est passé? Heureusement, dans ce genre de concours, on choisit nos partenaires. On choisit les ingénieurs avec qui on travaille. Donc quand on participe à ce genre de concours, il faut avoir déjà les partenaires avec une convention signée entre nous, etc. Et nous, avec le temps, on a eu plusieurs expériences et on a sélectionné. Et maintenant, on a nos partenaires sur tous les projets avec qui on s'entend très bien. Ils sont très sensibles par rapport à ça. Et donc, on n'a pas eu du mal. Ils ont joué le jeu aussi. On a bien travaillé ensemble pour intégrer tout ce qui est, par exemple, luminaire, tout ce qui est lumière à l'intérieur de l'église, tout ce qui est climatisation, tout ça a été caché, camouflé au maximum. Et on a eu un bon contact. Et la coordination qui était très importante au niveau de la structure, c'était par rapport aux fondations des clubs.
Donc, on avait, Ouais. et ça, on a vraiment coordonné avec l'ingénieur pour qu'il ne touche pas du tout La fondation de la l'église. fondation de l'église. Et ça, c'était très important pour nous. Exactement. Pour que ce soit réellement des bâtiments complètement indépendants. Et donc vous, votre dessin aussi, il a pris en compte ça Oui, on a imaginé, mais après, puisque dans un concours, on rentre pas dans le détail technique, donc on a imaginé une certaine distance pour éviter les fondations, et ça a été confirmé par l'ingénieur, et donc elles sont indépendantes, deux structures indépendantes, complètement indépendantes. Oui, Ce sera une question, c'est un peu général. ça reproche. C'est vrai. En fait, dans un peu général, parce que quand on est venu visiter au sein de votre agence, on a parlé d'un architecte qui vous a beaucoup inspiré, c'est un architecte très connu, donc je vous laisserai présenter ça. J'aimerais qu'on parle maintenant auprès de tout le monde comment il vous a inspiré. Comment cet architecte a eu un impact dans votre démarche. Il s'oublie. C'est un autre sujet. Donc, Ouais, c'est vraiment plus général, mais c'est pour vraiment nous expliquer comment il a eu un impact sur votre démarche, sur votre perception de voir les choses et l'espace. Il y a quelque chose de très C'est un peu personnel. toi qui peux répondre. Tu vas la vendre le livre. Alors, donc premièrement, j'ai fait mes études, donc, comme disait, à l'école polytechnique de Milan. J'ai fait un Erasmus. Vous savez ce que c'est l'Erasmus? J'ai fait l'Erasmus à Madrid, là où on enseigne Alberto Campobaes. Et j'ai passé donc une période avec lui sur mon mémoire. Et on a travaillé sur quelque chose de similaire. On a travaillé sur une extension d'un équipement culturel avec un lieu de culte à côté aussi. C'est le musée El Prado. Le musée El Prado de Madrid. Il y a une église. Il y a une église juste à côté. Il y avait une extension, une relation avec l'église. Et c'est pas un hasard un petit peu aussi. J'ai essayé de pousser vers ce concours et pour participer à ce concours. Et donc c'est quelqu'un qui nous a, étudiants à l'époque, nous a sensibilisé beaucoup, énormément à la qualité spatiale, bien sûr, comme je dis toujours, à la lumière naturelle. Donc pour lui, l'architecture, c'est la lumière avant tout. Les proportions, les pleins, les vides, encore, tout ce qui est cheminement, les axes, les flux, donc plusieurs notions. Et ça m'a marqué, c'est resté dans mon esprit. Et c'est ce que j'essaie de transmettre un petit peu à mes étudiants. Bon. J'essaie quand ils sont présents. Et encore. Il y a la question du budget. C'est Le la budget. plus grande contrainte. C'est la plus grande contrainte. La plus grande contrainte dans ce genre de projet étatique, un, c'est le projet de la réalisation, deux, c'est le budget de l'entretien. Parce qu'une fois terminé le projet, ils n'ont pas de budget ni pour le mobilier, mobilier zéro, alors qu'on aurait bien aimé voir rien que ça, par exemple, on aura ton budget c'est triste, hein, c'est vraiment pauvre. Donc le budget était très limité. On parle d'un ratio de 1000 dinars, 1100 dinars, le mètre carré, c'est rien du tout. Donc il fallait bien étudier les matériaux, les choix, les sanitaires, il ne fallait pas sortir un petit peu du budget. Et ça a été aussi une contrainte par rapport à tout ce qu'on voulait rajouter. Par exemple, je disais tout à l'heure les luminaires. Les luminaires, c'est un budget. La végétation, c'est un budget. Il n'est pas prévu dans le budget. Donc, il fallait convaincre d'aller acheter, par exemple, ces palmiers, flous.
Pourquoi les acheter? Il n'y a pas dans le truc. Et donc il faut pousser. C'est pas un bras de fer avec l'entreprise et tout. Il faut les sensibiliser, il faut les convaincre. Ils sont quand même sensibles à la fin. Ouais, c'est important, le budget c'est important. Est-ce que la question du budget entre dans les critères de choix Le choix de quoi? du projet? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne sais pas si pas du tout. Alors, dans ce genre de concours, oui, quand on est, moi, parce qu'on m'invite, c'est aussi, on l'invite en tant que membre de jury de concours. Quand on voit que les choses sont exagérées, on comprend tout de suite que c'est hors budget. Et donc, c'est vrai, on remet en cause un petit peu. Mais on a vu des concours gagnés où c'était vraiment hors. J'ai en tête le fameux truc de Rodriguez, je ne sais pas si tu te rappelles le concours. C'est un bâtiment avec un budget très limité et les gagnants, les 3 premiers, on voyait que c'était des trucs, je sais pas, aux États-Unis, plein de vitrages partout, métalliques, etc. On voyait tout de suite que c'était. Et malgré ça, ils ont été placés, ils ont gagné, etc. Donc, ça dépend du jury. Ça dépend du jury. Il y a des jurys sensibles par rapport à ça, il y en a d'autres. Il choisit le meilleur projet pour lui, sans penser au budget. Il se dit, le budget, bon, c'est à eux de le chercher, moi je m'en fous. Je choisis le meilleur. Puisqu'il est invité en tant que jury. Non, mais dans les concours, on nous demande aussi de chiffrer notre projet. De toute façon, ils disent un budget de 1 million, même s'il va coûter plus cher, on va le présenter comme un budget d'1 million. Exactement. De toute façon. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas des économistes qui sont associés au jury, ou des gens qui vont faire du métier, et qui vont évaluer un peu chaque projet. Parce qu'en amont, il fallait faire ça. C'est pas à nous de le faire, parce qu'on peut dire, on peut écrire ce qu'on veut, mais c'est à eux de l'évaluer et de le présenter comme un bâtiment hors ou dans le budget. Et si on ne le fait pas, forcément, si on dit, bon, bah, finalement, moi, par exemple, en tant que membre du jury, je vais dire, ah non, on n'a pas retenu votre projet parce qu'il est hors budget. Ah bon? Et vous l'avez chiffré? Ah non, je ne l'ai pas chiffré. Alors comment moi, je vous dis qu'il est dans le budget. Donc s'il n'y a pas une preuve, on ne peut jamais juger un projet s'il peut rentrer dans le budget ou s'il ne peut pas rentrer dans le budget tant qu'on n'a pas un économiste qui est associé au jeu. Il faut un raisonnement très simple. Ils ont un ratio qui est le fameux 1000-1100 multiplié par la surface. Voilà. Puisqu'au niveau des surfaces, ça n'existe pas les dépassements dans les concours, il y a plus 5, moins 5%. Donc c'est la tolérance, le seuil de tolérance. Donc si on reste dans les 5% multiplié fois leur ratio, même si on dessine un truc très compliqué, pour eux, on est dans le budget. C'est la quantité. C'est la quantité. Pour eux, le budget, c'est la quantité. Alors que souvent, c'est pas ça. Ça peut être un détail. Alors pour notre projet, par exemple, ça c'est la petite bataille avec l'entreprise, pas avec l'entreprise là, c'était avec la maîtrise d'ouvrage. C'était, nous, on avait prescrit une préinstallation de la clim. Ils nous ont dit, non, la préinstallation de la clim, ça va coûter 3 000 dinars, on enlève. Comme ça, on économisera 3 000 dinars. J'ai dit, ben non, ça, vous gardez. Parce que plus tard, ce qu'on va voir, c'est tous les compresseurs qui vont être partout sur la façade. Et là, ça va être vraiment un bâtiment moche. Et là, on ne montrera plus. On va insister pour avoir un réseau qui arrive jusqu'à la toiture, même s'ils n'ont pas prévu d'installer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils retiennent des projets et après, ils voient comment négocier pour baisser un peu le budget. Voilà. Ça explique la qualité des projets. Ça explique aussi, même à Léno, c'est le cas, on a les compresseurs, on est à Léno, on a les compresseurs un peu partout sur les façades. C'est dommage. Finition, il est super bien fini. En fait, sur les photos. Dans la réalité, mais sur les photos. Dans la réalité, ça bouge. Il rajoute un drapeau, il rajoute un filet électrique, ça va, ouais. Il y a d'autres questions? Oui, une petite question par rapport à l'architectural, vu que monsieur, vous êtes passionné de patrimoine, comme l'a mentionné Madame. Ah, ça c'est moi. Ouais. Donc, du coup, je voulais savoir, c'est quoi vraiment les points forts de l'église qui, entre autres, vous ont aidé à concevoir. Alors, quelqu'un qui est dans le patrimoine,
la première chose, c'est de sauver le bâtiment et de le faire qu'il continue à vivre, pour qu'il soit le témoin de l'histoire. Et donc, le plus important pour nous, et je pense qu'on a réussi à le faire ici, c'est de carrément reprendre tel que a été conçu par le premier architecte de l'église. On a restauré d'une manière très fidèle. Après, puisque ce que j'ai dit tout à l'heure, le programme il est très dense, il fallait introduire dedans des fonctions qui sont la galerie d'exposition plus les clubs. Et ce que nous avons essayé de faire pour ne pas du tout toucher, même techniquement, on a parlé par rapport aux fondations de ce club, etc., c'est de les détacher par rapport à l'église. C'est-à-dire un jour, si la Tunisie redevient une Tunisie chrétienne, et que ça redevient une église, il n'y a pas de problème. On vire les clubs et on retrouve notre église. Donc on a restauré, donc en fait, l'apport, le patrimoine en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que moi, quelque part, je suis... j'aime bien le patrimoine et que je ne dois pas du tout le toucher, parce que là où j'habite, par exemple, je l'ai un peu aussi modernisé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, par exemple, dans une maison, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait déjà introduire tout ça. Il y a aussi une avancée technologique, c'est qu'à l'époque, avant, on ne pouvait pas faire un vitrage haut comme celui-là, un seul vitrage. Donc du coup, il faisait des petits vitrages. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire un vitrage de haut en bas. Donc pourquoi ne pas le faire si aujourd'hui on arrive à le faire? Donc on peut introduire des choses qui sont d'aujourd'hui. C'est pour ça que mon DLCS aussi, l'architecture du quotidien, c'est d'aujourd'hui et du passé. Introduire la technologie d'aujourd'hui, mais tout en respectant le bâtiment, et que le bâtiment il doit rester un témoin de l'histoire. Voilà, et c'est ce qu'on a voulu faire pour ce projet. Mais pour répondre un petit peu à ta question, l'église nous a aidé beaucoup architecturalement parlant. Donc elle a généré des lignes horizontalement, verticalement, en élévation, les proportions. Ça a généré l'extension. Le contexte en fait inspire. Oui. Tu as beaucoup parlé du carré qu'on retrouve. Vous, c'est sorti sur le jeu. C'est la pureté du carré, tout simplement. Il n'est pas sorti de l'église, pour être sincère. Bon, je peux mentir, je peux dire c'est le clocher. Le clocher, en blanc, c'est un carré. Il y a le carré, il existe dans l'église. Transept, droite-gauche, c'est deux carrés. Mais non, c'est la pureté de la forme. Non, mais c'est vrai qu'une église est pleine de carrés ici, tu réfléchis, ouais. Je pense que... Après, ça c'est plus dur, hein. Comment elle est venue l'Élysée, elle est venue. Mais moi, ce qui m'intrigue, de façon plus générale, c'est comment vous faites pour... travailler les deux ensemble. Pour travailler les deux ensemble. Comment vous êtes au diapason généralement, on est sur généralement, on est sur la même longueur d'onde. À part dernièrement, on a participé à un concours. On a participé au concours de musée de Carthage. Pour la première fois, on a eu un vrai bras de fer au début. On était sur deux trucs complètement différents. Généralement, oui, on a la même sensibilité, mais sur ce concours, on était vraiment très différents. Parce que moi, ça faisait des années qu'on travaillait sur ce projet. Donc j'avais mes idées préconçues peut-être. Et le concours, il est sorti sur une autre forme, avec d'autres besoins. Et peut-être que j'ai mis du mal à remettre en question mes idées. Et même si mes idées ne correspondaient plus aux besoins d'aujourd'hui. Mais généralement, ça va, ça se passe bien. C'est pas évident d'avoir des associés. Donc, comment vous faites? C'était dans le cadre. Techniquement, vous faites comment? Pas techniquement, matériellement, comment vous faites? Concrètement, c'est vrai que si je le vois vraiment, Kélim, il tient
voilà, je le laisse. Et parfois le contraire, c'est-à-dire que s'il voit que c'est vraiment ça, que je suis convaincu, que j'ai confiance en ce que je propose, voilà. Donc une fois c'est lui, une fois c'est moi. Ouais. Après, une équipe, ça peut être très complémentaire. Là, on se complète, on est très différents, surtout, Voilà. et donc on Ça se peut complète. être Et d'ailleurs, des- si vous allez un jour vous associer entre vous, je vous conseille d'avoir des profils un peu différents. À l'opposé. À poser, mais même l'opposé c'est mieux. L'opposé ça tire, ça se complète, c'est très bien. Et je sais pas, peut-être qu'on a terminé. Il y en a un qui est plus chantier et l'autre qui est plus. Comment C'est les mais plus chantier pour moi. En fait, moi je suis un peu plus technique, ouais. Elim, il est un peu plus Campo Baeza. Tellement rêveur que par rapport au chantier, je le calme un peu. Voilà. Déjà, mon caractère est très différent. Lui, il est très avec la speed, nerveux. Le chant, il faut être comme un khatem صعب. أنا جاي رايد شوية وما يحبوش الرايد في الشنط، يحب شكون شوية صعيب. Et donc, ça il passe mieux que moi au niveau des chantiers. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne suit pas les chantiers. Non. Mais c'est bien d'être, même si c'est compliqué d'être associé, notre métier est difficile. Donc c'est bien de trouver un bon associé ou deux. Ça facilite les choses. Non, il y a un truc, hein, parce que je suis face à des étudiants, au fil du super suivant, je suis face à des étudiants, futurs architectes, hein, j'espère pour vous. Il y a des architectes aussi. Il y a des architectes. Vous allez peut-être confirmer ce que je vais dire. On va voir. Alors, généralement, quand on choisit un architecte, le premier vis-à-vis par rapport à un projet du client, c'est l'architecte. Et oui, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit en connaissance aussi des parties techniques. C'est-à-dire un bâtiment, il faut la structure, il faut l'électricité, les fluides, la climatisation, etc. Parce que, puisqu'on est les premiers vis-à-vis, le client il va poser des questions, il va dire ouais, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui va coûter plus cher? Est-ce que déjà je fais ton mètre carré ou pas par rapport à la structure, combien ça va me coûter? Ça c'est la partie structure. Après, est-ce que je fais des radiateurs, du chauffage par le sol, je fais quoi? Ou des radiateurs électriques, ou voilà. Est-ce que je fais une climatisation gainable? Est-ce que je fais des systèmes? Est-ce que je fais je ne sais quoi? Et là, il faut que pendant que vous êtes maintenant aujourd'hui étudiant, ne négligez pas si vous avez des cours dans ce sens. Ne les négligez pas. Vraiment ne les négligez pas. Parce que quand on voit que l'architecte, il maîtrise ses sujets, automatiquement on lui fait confiance. Et nous, ce qu'on cherche en tant qu'architecte, c'est que le client soit en confiance avec nous. S'il est en confiance avec nous dès le départ, on peut lui dire ce qu'on veut, ça passe super bien. S'il n'a pas confiance en nous, rien ne passe. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Quand un client, tu ne maîtrises pas un truc, il remet en question un peu tes compétences. Il se dit, ah, si c'est pas ça, c'est que... Alors que tu es un bon architecte, juste le sujet, il est comme ça. Donc, mais ça va venir avec le temps, avec l'expérience. Vous allez, il n'y a pas que les études, hein, les stages et tout. Vous allez apprendre. Ne vous inquiétez pas. Il faut être très curieux, il faut tout chercher. Voilà. Ne négligez rien la partie théorique, ne les négligez pas. Même si c'est des petits corruptions qui servent à faire. C'est bon. On a un projet, vous le présentez au pavillon. Ouais. C'est un très beau projet, c'est la bibliothèque du lycée. Le CDI. Le général. Donc on a livré un bâtiment important qui est le lycée français de Tunis, le fameux PMF, Pierre Mendès France, où on a réhabilité, réaménagé des bâtiments existants. On a fait un grand nouveau bâtiment et on a fait surtout la fameuse bibliothèque, où ils appellent ça CDI. Et où il y a des choses intéressantes à montrer. Inch'Allah, un jour, on va présenter ça. C'est bon. Merci.